Hello, je suis super content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler des 5 non négociables. Comment tu vas pouvoir optimiser ton métabolisme pour pouvoir atteindre tes objectifs, qu'ils soient physiques ou des objectifs de santé, tout ça en appliquant des fondamentaux ici qui s'avèrent incontournables. Si tu te rappelles un peu ce qu'on a vu sur la précédente vidéo, on a parlé des 3 piliers invisibles qui peuvent optimiser ou saboter ton métabolisme. Ces 3 piliers sont l'inflammation. On a vu que quand on avait une réponse inflammatoire exceptionnelle, dite aiguë, c'était un fonctionnement normal du corps, mais quand on avait une inflammation qui était permanente, une inflammation de bas grade, cela posait beaucoup de problématiques d'un point de vue de santé, jusqu'à générer des maladies métaboliques, mais également d'un point de vue physique, parce qu'on allait générer notamment du gras beaucoup plus facilement. On a vu aussi que la réponse de notre corps à l'insuline, le fait que l'on soit sensible ou résistant à l'insuline, allait faire en sorte que l'on utilise le glucose correctement pour pouvoir apporter de l'énergie à nos cellules, ou inversement, que l'on allait avoir tendance à stocker ce glucose pour en faire du gras. Donc, deuxième pilier. Troisième pilier, le stress. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé en permanence ou est-ce que finalement le seul stress que tu t'imposes, c'est un stress choisi quand tu vas faire une séance de sport, quand tu vas faire une douche froide par exemple? C'est un pilier qui est également hyper important. Ces 3 piliers cumulés vont faire que tu vas être en bonne santé ou pas, vont faire que tu vas brûler du gras ou pas, que tu vas prendre du muscle plus ou moins facilement, bref, que tu vas progresser ou que tu vas régresser. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, ces 3 piliers sont influencés par tes choix quotidiens. Donc tu as le pouvoir de changer les choses. C'est pas la faute à tes parents, c'est pas la faute à ta génétique, c'est pas la faute aux voisins. Tu es directement responsable finalement de ce que tu vas faire derrière. Comment tu peux agir sur tout ça? On va parler ici des 5 non négociables. Pourquoi? Parce que finalement, et c'est ce que je te disais un peu sur les vidéos précédentes, j'ai testé énormément de choses. J'ai mis en place pas mal de protocoles, que ce soit d'un point de vue personnel ou même à travers les personnes que j'ai pu accompagner. Et finalement, j'ai constaté quelque chose qui était très simple, c'est qu'on pouvait mettre en place finalement tous les hacks qu'on voulait, tous les régimes, tous les protocoles révolutionnaires, etc. Finalement, quand on en revenait à ces 5 non négociables, peu importe l'emballage que l'on mettait autour, on avait de toute façon des résultats. Si tu respectes ces 5 piliers que je vais te fournir aujourd'hui, tu peux être certain que tu auras des résultats. Même si tu ne suis pas les influenceurs derrière, que tu ne vas pas acheter des compléments alimentaires X ou Y, que tu ne suis pas tel régime détox, que tu ne suis pas plus un régime alimentaire X ou Y, même si tu ne suis pas tout ça, tu te concentres sur ces 5 négociables, je te certifie que tu auras des résultats. Inversement, si tu commences à partir à t'éparpiller un peu droite-gauche, à tester telle ou telle méthode, telle ou telle structure d'entraînement, tel ou tel régime, etc., mais que tu t'éparpilles tellement finalement que tu respectes plus ces 5 non négociables, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas perdre énormément de temps et tu risques d'être frustré parce que tu n'auras pas les résultats souhaités et finalement tu finiras par abandonner. Donc ces 5 non négociables, pour moi, ils ne sont pas optionnels. C'est vraiment, c'est ce que je dis ici, l'écosystème parfait qui va te permettre d'optimiser ces 3 piliers métaboliques. Le premier des non négociables, c'est l'entraînement. Donc, quand je parle d'entraînement, je parle d'entraînement musculaire, puisqu'on a vu sur la vidéo précédente que le fait d'être musclé, d'avoir une musculature un peu développée, permettait finalement de répondre à ces problématiques d'inflammation et de sensibilité à l'insuline. Donc le premier pilier, c'est l'entraînement. Qu'est-ce que j'entends par entraînement? Globalement, ce qui va être important, c'est la régularité de ton entraînement. Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois en capacité de t'entraîner 3 fois par semaine. Sur ces 3 entraînements, tu as le choix du lieu. Tu souhaites t'entraîner dans une salle de musculation pour avoir tout le matériel à disposition, c'est génial. Tu souhaites t'entraîner chez toi pour gagner du temps ou parce que tu ne te sens pas à l'aise dans une salle de musculation, c'est parfait aussi. Tu souhaites t'entraîner dehors ou tu souhaites t'entraîner dans une salle différente qu'une salle de musculation, ça me va très bien aussi. Le lieu
finalement, c'est toi qui le choisis. Tu choisis un endroit où tu te sens bien pour faire ce travail d'entraînement. La deuxième chose, c'est que le temps de la séance n'est pas important. Il n'est pas important dans le sens où tu n'es pas obligé de faire des séances qui vont durer 2 heures. Ce qui va être important, encore une fois, c'est la régularité. Il vaut mieux que tu te dises, je vais faire une séance de 20 minutes et être en capacité de faire cette séance 3 fois dans la semaine, donc 3 fois 20 minutes, ça fera 1 heure finalement dans ta semaine, ce qui est tout à fait faisable pour tout le monde. Il vaut mieux faire ça que de te créer une séance hyper complexe qui va durer peut-être 1 heure et demie ou 2 heures et de trouver finalement toujours une excuse sur ton planning pour te dire bah, j'ai pas le temps d'aller faire cette séance parce qu'1 heure et demie ou 2 heures c'est beaucoup trop long par rapport à ma disponibilité. Donc la régularité prime avant tout. Donc le lieu, la durée de la séance n'importe pas. Le matériel non plus. Si tu as du matériel hyper sophistiqué ou si tu as juste ton poids de corps pour travailler, ce n'est pas un problème non plus. Là aussi, c'est tes préférences, c'est ce que tu as pu acheter ou pas acheter, c'est ton lieu d'entraînement. Finalement, c'est pas hyper important. Par contre, il y a des choses qui sont importantes. Ce qui est important, c'est ce que je disais, c'est la régularité de l'entraînement. Donc, il faut s'entraîner pour avoir des résultats, on va dire 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi, c'est très bien par exemple. Il faut éviter d'avoir 3 jours consécutifs sans entraînement. D'accord? Donc si tu t'entraînes le lundi, le mercredi, le vendredi, que tu prends le samedi, le dimanche pour te reposer, tu t'entraînes de nouveau le lundi. Évite le lundi de prendre un nouveau jour de récupération et d'être à 3 jours off consécutifs. Ça, c'est important également. Ce qui est important également, c'est de t'entraîner de manière suffisamment intense. Qu'est-ce que j'entends par s'entraîner de manière suffisamment intense? Ça ne veut pas dire que tu dois transpirer énormément, parce que finalement, on va transpirer tous différemment. À la salle, certains transpirent énormément, d'autres transpirent très peu. Ce qui va être important surtout, c'est que tu mettes suffisamment d'efforts dans ton exercice pour rendre celui-ci difficile. Je te prends un exemple très simple. Mettons que tu souhaites faire un squat juste au poids du corps, très simplement. Si dans ton entraînement, tu décides de faire 10 squats, avec l'amplitude, avec le tempo que tu souhaites, etc. Mais mettons tu fais 10 squats. Si quand tu as terminé de faire tes 10 squats, tu es en capacité finalement d'en faire 10 supplémentaires, voire même 20 supplémentaires, parce que 10 squats c'était vraiment beaucoup trop facile, considère que cette série ne vaut pas grand-chose. Elle n'aura pas suffisamment mis en difficulté ton organisme pour que celui-ci ait besoin de s'adapter et de créer de la masse musculaire supplémentaire. Si, inversement, tu fais 10 squats avec une charge ou 10 squats avec un tempo tellement long que ça rend le squat difficile, et que quand tu termines tes 10 squats, tu t'arrêtes et que tu n'es pas capable d'en faire un de plus, ou alors que tu peux peut-être en faire un ou deux de plus, là ton squat il devient intéressant parce que tu es proche de ce qu'on appelle l'échec musculaire. Là, c'est un squat qui compte. Et c'est comme ça qu'il faut voir ton entraînement. Surtout quand tu vas faire des entraînements finalement qui sont très courts, un entraînement de 20 minutes, il faut que celui-ci soit intense pour être efficace. Si ces 20 minutes représentent une balade de santé, il n'y a aucune raison pour que ton corps progresse. Si ce que tu lui demandes de faire, il le fait aisément, il n'a aucune raison de créer de la masse musculaire supplémentaire pour pouvoir répondre à la contrainte que tu lui demandes de s'infliger finalement. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre, c'est hyper important. Il faut être dans la difficulté, dans l'intensité. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que cette intensité, finalement, elle augmente semaine après semaine. Je reste dans mon exemple des 10 squats. Mettons, la première semaine, tu es capable de faire 10 squats avec cette intensité recherchée. Si tu es dans la bonne intensité et que tu récupères bien, logiquement, la semaine d'après, en mettant exactement le même niveau d'effort, tu ne seras pas capable de faire 10 squats, mais tu seras capable de faire 11, voire 12 squats. Et c'est ça qui va être hyper important. C'est qu'il faut que semaine après semaine, il y ait une progression dans ton entraînement. Que ce soit par le nombre de répétitions, ou parce que tu commences à mettre une charge alors que tu n'en mettais pas avant, ou parce que tu augmentes ta charge, il faut qu'il y ait une progression. Si tu t'entraînes régulièrement, que c'est intense, que tu progresses, c'est à ces 3 éléments-là, tu peux être certain que tu vas créer de la masse musculaire. D'accord?
sans rentrer dans des choses hyper compliquées, de l'intensification d'entraînement, des protocoles bien particuliers. Juste déjà, respecte ces fondamentaux-là. C'est hyper important. Et ça, il faut bien comprendre parce qu'aujourd'hui, clairement, la grande majorité des personnes que je vois s'entraîner à la salle ne s'entraînent pas suffisamment intensément. Les personnes vont faire la même séance semaine après semaine, le même nombre de répétitions, les mêmes charges soulevées, et la conséquence de tout ça, c'est que leur corps n'a pas besoin de s'adapter. Du coup, ils ont beau s'entraîner 4 fois par semaine, un an plus tard, je les retrouve, ils ont exactement le même physique. Rien n'a changé. Donc si ton objectif, c'est juste de passer un bon moment à la salle entre potes, entre amis, etc., de discuter, et que tu ne cherches pas spécialement à progresser, pourquoi pas, ça peut être fun. Mais si ton ambition, c'est vraiment de progresser, d'un point de vue santé, d'un point de vue physique, c'est important de comprendre ce principe-là. Donc ça, c'est la première chose. Et après, si on revient sur nos 3 piliers, il faut comprendre que le fait de créer de la masse musculaire va te permettre de réduire l'inflammation. Parce que la contraction musculaire, elle va sécréter ce qu'on appelle des myokines. Et les myokines, ce sont en fait des hormones qui vont être en mesure d'activer des fonctions clés dans tes cellules qui vont permettre de réduire l'inflammation chronique. Et là, je t'ai mis une petite référence scientifique que tu pourras lire un petit peu en dessous qui étaye ça. Clairement, l'entraînement musculaire permet de réduire l'inflammation. La deuxième chose, et ça on en parlait un petit peu dans la vidéo précédente, j'avais déjà introduit ça, c'est que le fait de faire un entraînement musculaire, le fait d'avoir des contractions musculaires, ça active le transporteur GLUT4, qui est le transporteur de glucose. Et ce transporteur de glucose va permettre du coup de transporter plus facilement ce glucose entre le sang et le muscle et éviter du coup que le glucose reste stagnant et se transforme derrière en gras. Et troisième pilier, le stress. Clairement, on sait que l'entraînement, ça développe finalement une capacité de résilience mentale, hormonale, des capacités d'adaptation qui sont hyper importantes. D'accord? Donc tout ça, il faut bien le comprendre. Et il faut comprendre aussi derrière tout ça que finalement, le fait de développer ta masse musculaire, au-delà d'améliorer ton métabolisme, au-delà d'améliorer ton physique, c'est un vecteur de santé aussi et de longévité. Parce que si tu as un corps qui est fort, tu as un corps qui aura moins de risques de se blesser et tu auras un corps finalement qui aura plus de capacité à bouger en vieillissant. Donc clairement, si tu as envie d'être le papy ou la mamie qui fait encore du sport à 85 ans, c'est ce qu'il faut faire. Si tu as envie d'être le papy ou la mamie qui finit dans une maison de retraite parce qu'elle n'est plus en capacité finalement de bouger, d'être autonome, etc., bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est ne rien faire. Donc le sport clairement, et la musculation particulièrement, le travail en résistance musculaire, c'est fondamental. Je vais te donner ici 3 clés sur l'entraînement. Tout ça, on le développera longuement sur la formation, mais retiens 3 éléments. Premier élément, c'est ce que j'appelle la loi des 5 répétitions. Ça fait directement sens par rapport à ce que je viens de te dire précédemment. Considère, quand tu fais un exercice, que si quand tu arrêtes ton exercice, tu as encore la capacité de faire plus de 5 répétitions, c'est que ta série, finalement, elle ne compte pas vraiment dans ton travail musculaire. Ok, c'est cool, tu as dépensé quelques calories, mais si ton objectif c'est vraiment de te développer musculairement, ta série ne compte pas. Donc, reste sur cet exemple de 10 squats. Si quand tu termines tes 10 squats, tu étais finalement capable peut-être d'en faire 11 ou 12, top. Ta série elle est top, elle compte, elle est géniale, etc. Ça participe à ton travail musculaire. Si quand tu arrêtes à 10, tu étais capable finalement, si je te poussais un petit peu, de faire 15, 16, même 20 répétitions, ta série globalement, elle compte pas. Considère que c'est une série d'échauffement. Ça pique un petit peu quand on commence à se dire ça, mais il faut vraiment le comprendre. On a vu, en faisant des tests auprès de public lambda, entre guillemets, dans les salles de musculation, que si quelque part on était dans la contrainte, je vais te prendre un exemple vraiment radical. Radical, et tu vas tout de suite comprendre. Mettons, je suis à côté de toi, tu fais tes 10 squats, tu me dis à la fin des 10 squats, j'en peux plus, Seb, j'arrête. Et à ce moment-là, je sors un flingue, je le mets sur ta tempe et je dis, si tu ne me fais pas au moins 15 squats ou si tu ne me fais pas au moins 20 squats, je tire.
et sans rigoler, etc. Vraiment, je vais le faire. Je peux t'assurer que dans ce moment-là, si tu n'as vraiment pas le choix, tu vas les faire. Alors que si tu avais été vraiment dans l'intensité musculaire maximale, que ton corps n'était vraiment pas en capacité de le faire, tu aurais été incapable de faire ce que je te demandais. D'accord? Ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale qui entre en jeu. C'est un fait. Mais il faut vraiment comprendre ce principe-là. De manière générale, il faut s'entraîner avec une intensité suffisante. La deuxième chose qu'il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce sujet ou de méconnaissance sur ce sujet, c'est que ce qui compte, c'est pas forcément le nombre de répétitions que tu vas faire en face. On a très longtemps dit que pour faire un travail de force, il fallait faire très peu de répétitions et soulever très lourd. Par exemple, 5 répétitions très très lourd. On a dit que pour faire de l'hypertrophie, c'est-à-dire développer la masse musculaire, fallait grosso modo travailler entre 8 et 12 répétitions. Et que quand on allait au-delà, qu'on poussait jusqu'à 20 répétitions, on était plutôt dans un travail d'endurance musculaire. Clairement, on est complètement revenu sur ces sujets-là. Aujourd'hui, si tu veux développer ta masse musculaire, que tu fasses 6, 12, 15, 20 ou même 100 répétitions, ça ne change strictement rien. Tu peux gagner la même masse musculaire dans tous les cas. La seule chose qui va compter, c'est que tu sois proche de l'échec musculaire. La même loi finalement que celle que j'évoquais avant. Et là, je te mets une petite étude qui le montre, cette comparaison entre le fait que tu fasses 6, 12 ou 20 reps pour voir que effectivement, ça a la même conséquence derrière. Ça veut juste dire que tu dois te mettre une charge quand tu fais 6 répétitions où tu n'es pas capable finalement d'en faire 20. Il faut que tu sois vraiment capable d'en faire 6, 7, 8 grand maximum. Quand tu fais tes 12 répétitions, il faut que tu sois réellement capable d'en faire 12, 13, 14, mais pas 20, etc. etc. C'est vraiment ça, ce principe à comprendre, c'est que sur chaque série, tu sois proche de l'échec musculaire, peu importe que tu en fasses 10, 12, 15 ou 20, ça c'est pas très très significatif, d'accord? Mon expérience à moi me dira quand même qu'il faut éviter d'en faire trop de répétitions parce que du coup on a un volume qui est important, qui génère quand même une fatigue. Et puis c'est plus compliqué d'évaluer si on est proche de l'échec musculaire quand on a beaucoup de répétitions que quand on en a très peu. Honnêtement, si tu fais 5-6 répétitions, tu vas assez vite savoir quel poids tu dois mettre, que si tu commences à faire des séries de 20 répétitions, ça va commencer à être beaucoup plus difficile de savoir quel poids choisir. Donc c'est peut-être le petit conseil que je donnerais, mais factuellement, ça ne change rien. Et troisième point, encore une fois, la progression, la progression, la progression. Si tu ne progresses pas d'une semaine à l'autre, ton corps n'a aucune raison de changer. Et je fais un petit aparté d'ailleurs par rapport à ça, parce que on me pose souvent la question de savoir s'il faut changer souvent de programme, si c'est important pour choquer l'organisme, entre guillemets, le perturber, de changer régulièrement de programme d'entraînement. Clairement, je te dirais non. Je te dirais non, sauf si à un moment donné ton programme t'ennuie, change-le, etc. Il n'y a pas de souci, mais tu peux très facilement rester 2 mois, 3 mois sur le même programme. Et c'est même intéressant de le faire. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, dans un premier temps, il va falloir que ton corps s'habitue à ce programme-là, que ton système nerveux se fasse à ce programme, que tu appréhendes les exercices, que tu les fasses correctement, avec la bonne amplitude, le bon tempo, tout ça, ça prend un peu de temps, ça ne va pas être parfait dès la première séance, déjà. Et deuxièmement, si tu veux savoir si tu progresses, bah, il faut faire les mêmes exercices. Donc ton squat par exemple la première semaine, la deuxième semaine, la troisième avec cette surcharge qu'on attend. Si tu changes tout le temps, si un jour tu fais des squats, la semaine d'après tu fais des pompes, la semaine d'après tu fais des fentes, tu fais toujours différemment, comment tu peux être sûr que tu vas progresser? Comment tu peux être certain que tu es plus fort si tu n'as pas finalement quelque chose qui te permet de comparer, un référentiel? Là, si tu as la même séance et que tu augmentes ta charge progressivement, tu as ce référentiel. Si tu augmentes la charge, c'est que tu es plus fort. Si tu es plus fort, c'est que tu es plus musclé. Basique. Le deuxième non négociable, c'est la nutrition. Fondamentale. Parce que tu peux t'entraîner correctement. Si tu ne nourris pas correctement ton corps, tu ne lui apporteras pas l'énergie qu'il faut pour qu'il puisse s'entraîner correctement.
Et du coup, peut-être qu'effectivement, derrière, tu n'arriveras pas à perdre le poids que tu souhaites ou tu n'arriveras pas à prendre la masse musculaire que tu souhaites parce que tu n'as pas nourri correctement ton corps. Qu'est-ce que j'entends ici par nutrition? Qu'est-ce qui est vraiment important? La première chose qui est importante, c'est ton nombre de calories. D'accord? C'est l'énergie que tu fournis à ton corps. Est-ce que tu fournis suffisamment d'énergie à ton corps? Est-ce que tu lui apportes suffisamment de calories pour répondre à l'effort que tu lui demandes? Inversement, est-ce que tu lui apportes pas trop de calories? Peut-être que pour ce que tu lui demandes dans ta journée, tu lui apportes trop de calories. Le problème, si tu évalues mal tes calories, c'est que soit tu vas pas suffisamment alimenter ton corps et du coup tu vas avoir l'impression d'être exténué à longueur de journée, voire même tu auras du mal à dormir derrière et ça va encore une fois te faire entrer dans un cercle vicieux avec du stress, un métabolisme perturbé, etc. Et du coup tu peux arriver même à avoir du mal à perdre du poids alors que tu es en restriction calorique. D'accord? Donc ça, c'est à comprendre. Et de la même façon, si tu manges trop, tout ce que l'énergie que tu vas lui apporter, que ton corps n'utilisera pas, va être stocké. Et quand le corps stocke, il le stocke toujours sous la forme de gras. D'accord? Donc c'est important de savoir combien tu manges. Ça ne veut pas dire que tu dois compter tes calories toute ta vie, mais c'est important que tu saches estimer finalement combien de calories il y a à peu près dans ton assiette. Et ça, c'est un vrai sujet parce que quand on fait le test auprès de personnes qui ne sont pas averties sur ces sujets-là, qu'on leur donne une assiette, qu'on leur demande d'évaluer finalement combien de calories il y a dans l'assiette, absolument toutes les personnes, à quelques pourcentages près, sous-estiment, je dis bien sous-estiment, le nombre de calories qu'il y a dans l'assiette. Donc si tu penses te servir une assiette qui fait 500 calories et qui couvre tes besoins, et qu'en fait finalement tu te sers une assiette qui fait 1000 calories ou 1500 calories, clairement c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc il y a un travail à faire sur le suivi des calories, peut-être au moins au départ, pour t'assurer que tes apports sont cohérents par rapport à tes objectifs. La deuxième chose, c'est de fournir suffisamment de protéines à ton corps pour qu'il puisse faire son job. Les protéines, je développerai ça un petit peu plus tard ce mois-ci dans la formation, j'ai une vidéo spécifique sur les protéines. Les protéines, il faut comprendre qu'elles sont essentielles à ton organisme. Elles sont essentielles dans la reconstruction cellulaire. Elles sont essentielles dans la réparation de tes fibres musculaires. Si tu souhaites perdre du poids en conservant ta masse musculaire, ou si tu souhaites développer ta masse musculaire, dans tous les cas, il faut un apport protéine suffisant. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que de manière générale, la plupart des personnes ne mangent pas assez de protéines. Je t'en parlerai un peu plus tard quand on fera un sujet spécifique sur les protéines. Tu feras combien tu es censé manger de protéines et tu verras que si tu n'as jamais travaillé sur ce point-là, il y a de très fortes chances que tu n'en manges pas assez. Donc ça, c'est la deuxième clé. Il faut avoir le bon nombre de calories, avoir un apport en protéines suffisant. Après, entre les lipides et les glucides, globalement, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de contrainte particulière. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont pousser à faire un régime avec plus ou moins de glucides, avec plus ou moins de lipides, mais factuellement, scientifiquement, quand on étudie ce point-là dans une chambre métabolique, si on apporte le même nombre de calories à une personne X et à une personne Y, et qu'une personne, on lui met beaucoup de glucides et peu de lipides, et l'autre personne, on lui met beaucoup de lipides et peu de glucides, les personnes vont perdre exactement le même poids. D'accord? Ça, faut bien en avoir conscience. Le fait de manger plus ou moins de glucides ou plus ou moins de lipides ne change strictement rien. D'accord? Après, c'est propre à chacun. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard sur cette formation. Il y a d'autres problématiques qui peuvent entrer en jeu, notamment des problématiques génétiques qui font que on peut plus ou moins bien utiliser les glucides ou plus ou moins bien utiliser les lipides. Et du coup, peut-être qu'il peut y avoir un choix, un chemin préférentiel qui se fait. Mais si je retire ce facteur-là, si on regarde ça de manière objective, scientifiquement, clairement, à apport calorique égal, à partir du moment où on a un bon apport en protéines, après on répartit les glucides lipides un peu comme on veut. Dans tous les cas, ça fonctionnera bien et de la même façon. D'accord? Ça, c'est à comprendre. Ensuite, quand on a dit ça,
il faut avoir les bonnes calories, il faut avoir les bonnes protéines. Un point également fondamental dans tout ça, c'est de se dire, il faut avoir aussi la bonne alimentation. Parce qu'il ne suffit pas finalement d'avoir le bon apport calorique, le bon apport en macronutriments, donc en protéines, en glucides, en lipides. Il faut aussi avoir la bonne source d'aliments. Il faut bien comprendre que dans l'alimentation, dans les choix alimentaires que tu vas faire, tu vas avoir des aliments qui vont être ce qu'on appelle pro-inflammatoires et des aliments qui vont être anti-inflammatoires. Donc ceux qui vont être pro-inflammatoires, ils vont aller contre ton objectif qui est de faire du bien à ces trois piliers. Donc l'inflammation, le stress, l'insuline. Si tu choisis pas une inflammation, mais une alimentation anti-inflammatoire, au contraire, tu vas te faire du bien. Ça, c'est hyper important parce que au-delà finalement d'apporter finalement à manger à ton corps, de l'énergie à ton corps, il faut aussi en prendre soin. Parce que ce que tu veux, c'est pas juste perdre du poids ou prendre du poids. Ce que tu veux aussi, c'est que ton métabolisme fonctionne bien, comme une Rolls-Royce, et que ton corps soit en parfaite santé pour vivre le plus longuement possible. Donc ça, il faut bien comprendre. Qu'est-ce que j'appelle l'alimentation pro-inflammatoire? L'alimentation pro-inflammatoire, globalement, ça va être beaucoup l'alimentation ultra transformée. Donc tout ce que tu vas retrouver qui contient beaucoup de sucre raffiné. Donc les céréales ou les pâtisseries par exemple. Tout ce qui va être friture. Donc si tu manges des frites de chez McDonald's par exemple, c'est pas top. Du poulet frit, c'est pas top. Des nuggets, etc. C'est pas top. Toutes les boissons sucrées, les coca, les jus de fruits industriels, etc. Tout ça, c'est pas top non plus. Toutes les viandes dites transformées. Donc tout ce qui va être la charcuterie par exemple. Quand tu t'achètes de la charcuterie pour manger ta raclette, la charcuterie, c'est pas top non plus. Tout ce qui va être gras transformé, comme par exemple la margarine. Autant le beurre, c'est génial, autant la margarine, c'est une catastrophe d'un point de vue santé. L'alcool. L'alcool, clairement, est pro-inflammatoire. Donc l'alcool est à éviter, c'est évident. Et puis, on a vu aussi que le fait tout simplement de manger trop de calories trop longtemps, ça générait de l'inflammation. Donc ça, c'est tout bête, c'est qu'en fait, tu peux manger même bien. Si tu manges trop longtemps, donc si tu es en prise de masse, en fait, trop longtemps, tu finis par générer de l'inflammation aussi. C'est pour ça que les prises de masse ne doivent pas durer trop longtemps non plus. L'alimentation anti-inflammatoire, bah, ça va être une alimentation de qualité. Donc tu vas manger de la bonne viande, tu vas manger des poissons gras, tu vas avoir un apport en oméga 3, tu vas manger des fruits, des légumes, mettre beaucoup de couleurs finalement dans ton assiette, des noix, des graines, des légumineuses, beaucoup d'épices. Les épices, c'est génial. Tu peux parfumer tes assiettes sans mettre aucune calorie dans ton assiette. Abuse des épices, c'est génial. Le thé vert aussi, c'est top. Tu as plein de choses qui sont hyper intéressantes. Il ne faut pas hésiter à en user et à en abuser. D'accord? Par contre, clairement, ce qu'on appelle les AUT, donc les aliments ultra transformés, il faut vraiment les éviter autant que possible. Je ne vais pas te dire à un moment donné d'arrêter complètement d'en manger, parce que ça peut être très difficile d'arrêter complètement d'en manger, mais vraiment évite d'en manger autant que possible. Mets-toi à la limite dans ce qu'on appelle un Pareto, dis-toi que 80% de ton alimentation doit être nickel, et tu te gardes 20% d'alimentation ultra transformée pour les jours où vraiment tu as envie de te faire un petit plaisir particulier. Par exemple, tu veux te manger une petite pizza, etc. Et tu dis, allez, je me la garde. Mais ça ne doit pas être ton alimentation principale. Clairement pas. Parce que déjà, ça va générer un déséquilibre alimentaire. Tu vas t'apporter beaucoup trop de sucre, beaucoup de graisse trans, tu vas t'apporter beaucoup de sel, trop de sel, et inversement, tout ce qui est intéressant, tout ce qui va être fibre, tout ce qui va être bon micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, tu vas pas en avoir suffisamment. Donc ça va te créer un déséquilibre alimentaire. Ce déséquilibre alimentaire, il va perturber tes hormones, il va faire que bah, tu vas avoir très souvent faim, tu auras moins l'impression d'avoir mangé à satiété. Regarde, quand tu vas chez McDonald's, tu t'enfiles un hamburger qui est énorme, avec la frite, le coca, et puis finalement, une heure après avoir terminé ton hamburger, alors que tu avais l'impression d'être complètement plein, bah, tu as faim. Tu as faim. Parce qu'en fait, bah, c'est de la mauvaise nourriture, c'est de la nourriture sans densité nutritionnelle, c'est de la nourriture qui t'apporte pas cette satiété. D'accord? Comme tu as faim, comme tu as mangé trop gras, trop sucré, tu prends du poids. Tu accumules de la graisse. Comme tu accumules de la graisse et que tu manges pas quali, bah, tu vas troubler ton métabolisme. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc tu vas possiblement, si ça dure trop longtemps, générer de la résistance à l'insuline et pourquoi pas derrière des maladies métaboliques comme le diabète ou plus grave des maladies cardiaques ou des cancers.
Donc ça va impacter également tes intestins. Qui n'a pas eu des problèmes derrière intestinaux, des problèmes de digestion parce que le plat mangé n'était pas top. C'est déjà arrivé à tout le monde, d'accord? Ça perturbe complètement aussi tes intestins. Si on va plus loin, c'est ce que j'ai expliqué un peu précédemment, bah, des maladies très graves, voire même de la dépression, la santé mentale peut être impactée également. Et puis, bah, qui dit maladie très grave dit le risque de mourir prématurément. Il faut bien comprendre que historiquement, l'homme a toujours mangé finalement des choses saines. L'homme mangeait ce qu'il chassait, l'homme mangeait ce qu'il pêchait, l'homme mangeait ce qu'il cueillait. Mais l'homme ne s'est jamais amusé dans les millénaires précédents à manger un hamburger avec des frites qui traînent dans du gras pas possible. Non, ça c'est ce qu'on fait depuis quelques dizaines d'années. Et l'homme, la génétique de l'homme, n'est pas faite pour manger ce type d'alimentation. Donc clairement, de temps en temps, oui, mais en faire ton alimentation principale, c'est catastrophique. D'accord? Donc retiens bien ça. Troisième pilier, la toxicité qu'il faut absolument réduire. Alors, qu'est-ce que j'entends par toxicité? Je vais te citer 4 points importants. La première toxicité à réduire, c'est l'alcool. Clairement, l'alcool, alors surtout en France, on a tendance à voir l'alcool comme quelque chose de convivial, qui permet de partager un bon moment en famille, avec les amis, voire même quand on est la personne qui ne boit pas dans une famille ou avec les amis, on peut être regardé un petit peu de travers. On a l'impression finalement qu'on n'est pas comme les autres. C'est toujours un peu bizarre finalement quand on va demander un Perrier citron, quand tout le monde à côté va se prendre une bière ou un verre de vin, on est toujours regardé un petit peu bizarre. Pour autant, la vérité, c'est que l'alcool, c'est un poison. Factuellement. Comprendre que le corps n'est pas fait pour boire de l'alcool. À partir du moment où tu bois de l'alcool, le corps doit éliminer ce qu'il considère comme un poison, et tant qu'il n'a pas fini d'éliminer ce poison, il n'assure pas les autres fonctions essentielles. C'est-à-dire que si tu cherches à brûler du gras, qui est quand même l'objectif de beaucoup de personnes, ben il ne fera rien pour brûler du gras tant qu'il n'aura pas éliminé ce poison. Donc là, on n'est même pas sur une problématique calorique. En plus, l'alcool, c'est hyper calorique, ce qui pose problème quand tu dois contrôler tes apports caloriques. Mais il faut se dire au-delà de ça que c'est un poison que tu apportes et tant qu'il n'a pas éliminé ce poison, il ne fera pas le reste. Donc il ne se réparera pas, il ne se régénérera pas. Les nuits seront pourries. Tu peux tester, mais globalement, généralement, quand tu as une consommation d'alcool excessive le soir, bah, clairement, tu vas voir que ton sommeil va être très fortement perturbé. On a fait le test, et je te mets la référence scientifique encore ici pour que tu puisses aller y jeter un petit coup d'œil. En faisant une consommation d'alcool de 1 gramme par kilo de poids de corps en post-exercice, on a une réduction de la synthèse protéique donc de 37%. D'accord? C'est énorme. Donc hyper important de faire attention à la consommation d'alcool. Ma recommandation, c'est celle que je donne en coaching, c'est de limiter la consommation d'alcool à 2 verres grand maximum par semaine. Si vraiment on se souhaite se garder un petit plaisir le week-end pour fêter la fin de semaine ou avec les amis, etc., ok, mais 2 verres grand maximum. Si possible, essaye de couper complètement l'alcool. Ce sera l'idéal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, en termes de toxicité, c'est le stress. On en a parlé avec l'impact sur le métabolisme. Un cortisol élevé, c'est du stockage de gras, c'est une résistance à l'insuline, c'est de l'inflammation et c'est derrière toutes les problématiques de maladies métaboliques qui vont débarquer et les possibilités de générer des maladies très graves sur le long terme. Donc là, on a des outils, je t'en présenterai pas mal sur cette formation-là, qui peuvent t'aider. D'exercices de respiration, de cohérence cardiaque, de méditation, des rituels de déconnexion à des moments de la journée. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais c'est hyper important de travailler à réduire ton stress quotidien.
que tu conserves autant que possible ce stress positif qui est souhaité, mais que tu réduises autant que possible le stress dit négatif. Faire attention également à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est tout ce que tu vas retrouver dans le plastique, les cosmétiques, les pesticides qui peuvent se balancer par nos agriculteurs sur les fruits, les légumes, etc. Qu'on va récolter derrière. Les perturbateurs endocriniens vont impacter directement tes hormones, ils vont dérégler ta thyroïde, ils vont perturber ton système de reproduction. Ça, c'est un fait aussi. On sait qu'aujourd'hui, finalement, quand on teste nos jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus de difficultés à se reproduire que les jeunes d'il y a 30 ans. Et les jeunes d'il y a 30 ans avaient déjà plus de difficultés à se reproduire que leurs propres grands-parents. On a une vraie problématique par rapport à ça. Ça, je développerai ça également sur cette formation en parlant beaucoup d'environnement. On a un vrai problème de toxicité par rapport à ça. Donc il faut vraiment bosser sur ce sujet-là. Et dernier point, c'est les substances toxiques diverses et variées, que ce soit le tabac, que ce soit les drogues, même le café. Le café, ça peut être sympa, mais le café en excès, ça pose problème également parce que ça génère beaucoup de stress à ton organisme. D'accord? Du coup, ça ralentit ta capacité de récupération parce que ton système nerveux, il est toujours complètement à fond. Donc, c'est important de faire attention à ça. Dis-toi que si tu essaies d'alimenter ton corps par l'alimentation ou par finalement l'alcool, les substances diverses et variées qui sont toxiques, c'est comme si tu essayais de mettre du goudron dans ta Ferrari pour essayer de la faire avancer. Tu peux essayer d'avoir la meilleure bagnole du monde, si tu lui donnes n'importe quoi, tu n'auras pas les résultats que tu escomptes. D'accord? Donc si tu as à avoir un joli bolide, un joli métabolisme qui avance bien, prends-en soin. Prends-en vraiment soin. Et la toxicité à réduire en fait partie. Quatrième non négociable, le mouvement. Qu'est-ce que j'entends par le mouvement? Le mouvement, c'est le fait de bouger au quotidien, indépendamment des séances de sport que tu vas faire. Il faut bien comprendre que même si tu fais du sport 3 fois par semaine, même si tu fais du sport, disons 3 fois 1 heure par semaine, ça reste que 3 heures par semaine. 3 heures par semaine, finalement, ça reste peu. Si tout le reste du temps, tu as un boulot ultra sédentaire qui fait que tu es assis sur une chaise du matin au soir, ça va perturber très fortement ton métabolisme. D'accord? Ça, c'est hyper important à comprendre. Pourquoi la marche, elle est cruciale? Parce que la marche, elle va réduire déjà ta sensibilité à l'insuline. Et c'est pour ça que tu as déjà sans doute entendu parler du fait que faire une marche après un repas pouvait être hyper intéressant. C'est vrai. En fait, on a constaté que quand on faisait une marche après un repas, ça réduisait les pics de glycémie. Donc, qui dit réduire les pics de glycémie, dit finalement réduire le risque de stocker du gras derrière. Je te mets l'étude ici, tu pourras aller la vérifier. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la marche, ça réduit également l'inflammation. Donc du coup, ça va permettre d'avoir un corps qui est moins inflammé, qui est plus sain et qui du coup va être plus énergique et plus réactif au quotidien. La marche, c'est également un super outil de récupération. Quand tu fais du sport, que tu t'envoies des séances suffisamment intenses, ce qui est l'objectif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vouloir récupérer avec des activités cardio derrière peut parfois être contre-productif parce que tu te rajoutes finalement un stress supplémentaire qui fait que ton corps n'aura peut-être pas la capacité de récupérer pour aller répondre à ton objectif de croissance musculaire. La marche, c'est un super outil parce que la marche, ça va te permettre de dépenser des calories. Pour la perte de poids, c'est quand même pas mal. Ça va te permettre de t'oxygéner, de respirer et finalement de fournir un effort qui est peu violent et qui va permettre à ton corps de respirer, de récupérer. Donc la marche, c'est hyper important. Et on le voit dans les études qui se sont faites sur le nombre de pas, on dit combien de pas il faut faire dans la journée, on voit que globalement, si on fait entre 7 et 8500 pas par jour à peu près, on a une baisse très significative de la mortalité prématurée.
Ça, pareil, je te mets le lien de l'étude qui en parle. Entre 7000 et 8500 pas. Donc du coup, quel objectif te donner? Je dirais que ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu es ultra sédentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une montre qui te permet de traquer un peu combien de pas tu fais au quotidien et que tu fais, mettons, que 5000 pas par jour, même moins de 5000 pas. Allez, mettons, des fois, je prends des personnes en charge qui font 2500 pas par jour. Bah, commence déjà par augmenter un petit peu ton nombre de pas. Si tu faisais 2500, essaye déjà d'en faire 5000. Si tu en fais 5000, vise 7000 pas par jour. Donc pour faire ces 7000 pas, honnêtement, c'est pas très compliqué. Tu te mets 2-3 moments dans la journée où tu essayes de marcher un petit peu. Quand tu es au téléphone, peut-être qu'au lieu de rester assis pour téléphoner, tu marches un petit peu également. Enfin, c'est très facile de faire 7000 pas. Je te donnerai des astuces sur cette formation pour pouvoir le faire. Mais mets-toi un petit objectif comme ça, 7000 pas. Si tu les fais déjà, bah, essaye de gaper encore. Essaye de rajouter, pourquoi pas, 5000 pas à ce que tu fais déjà aujourd'hui. Ça ne sera jamais contre-productif. Si tu fais 10 000, 15 000 pas, c'est génial. Ça n'impacte pas négativement tes résultats, bien au contraire, puisque ça participe à la récupération. Ça va te faire beaucoup de bien. C'est très bénéfique également d'un point de vue santé. Donc, n'hésite pas à marcher plus plus. Franchement, si tu n'avais pas le temps de rien faire, s'il y avait un seul exercice que je pourrais conseiller, c'est la marche. Clairement. Bah, les hommes préhistoriques, s'ils gardent ça, historiquement, ils n'allaient pas dans une salle de sport pour faire du squat ou du bench press. Ils marchaient, ils couraient, ils grimpaient. Fonctionnel. Si tu fais la même chose, tu seras en bonne santé. Dernier non négociable, le sommeil. Clairement, le sommeil, c'est ce que j'appelle ici ton allié métabolique. C'est pas un luxe parce que globalement, c'est pendant la nuit, c'est pendant que tu dors que la magie opère. Quand tu fais une séance de sport, que tu vas te fatiguer musculairement parlant, c'est pendant que tu dors que tes muscles vont se réparer, se renforcer et faire en sorte que tu reviennes plus fort à la séance suivante. C'est pendant la nuit que tu vas brûler du gras. C'est pendant la nuit que tu vas créer du muscle. C'est pendant la nuit que tu vas recharger finalement tes batteries en énergie. La nuit va te permettre de réduire l'inflammation. La nuit va te permettre d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. C'est hyper important de travailler sur sur ces facteurs-là. Et la nuit, le sommeil de qualité, c'est vraiment, je dirais, ce que tu dois mettre en priorité dans ta pyramide. Presque même avant les autres non négociables que je te donne, la première chose à travailler, c'est le sommeil. Il est capital que tu aies un sommeil qui soit à la fois quantitatif, dormir suffisamment de temps, mais qui soit aussi qualitatif. C'est-à-dire qu'être au lit un certain nombre d'heures, c'est bien, mais il faut aussi derrière que tu aies un certain nombre d'heures de sommeil profond, un certain nombre d'heures de sommeil paradoxal pour pouvoir récupérer pleinement. J'aborderai ces points quand on parlera du sommeil pour bien comprendre tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais comprends bien que c'est hyper important sur ton énergie, sur ta performance et sur le fait que tu puisses être en bonne santé et t'améliorer au quotidien. Je vais donner juste trois clés. Trois clés pour débuter. La première, essaye de te fixer un nombre d'heures chaque nuit de 7, 8 à 9 heures. Ce qui est 9 heures, c'est génial, mais au moins 7 heures de sommeil par nuit, 7 jours sur 7. Ça, c'est un premier objectif à avoir. Si ça veut dire se coucher un peu plus tôt le soir parce que tu dois te lever tôt le matin pour aller travailler, tu te couches un peu plus tôt le soir. 7 heures de sommeil, c'est fondamental. Je t'en parlerai plus tard dans la formation, mais si je te donne juste un indicateur ici, comprends bien que si tu dors par exemple moins de 4 heures par nuit, tu as ta résistance à l'insuline qui va augmenter de 30%. Voilà, je te donne juste un chiffre. Des chiffres, je t'en donnerai plein d'autres dans cette formation-là, mais c'est hyper important que tu aies un sommeil suffisamment long. Deuxième règle, si tu ne dors pas assez, hors de question que tu ailles te faire un entraînement hyper intensif le lendemain. Donc, globalement, considère que si tu as moins de 6 heures de sommeil, tu ne vas pas t'entraîner le lendemain. D'accord? Pourquoi? Parce que tu n'auras pas suffisamment récupéré, tu n'auras pas suffisamment d'énergie et tout ce que tu risques, c'est de te blesser. D'accord? Ça n'en vaut pas la chandelle. Clairement,
l'équilibre entre bénéfices et risques ne vaut pas ce coup-là. Donc clairement, pas d'entraînement si tu dors moins de 6 heures. Alors, l'idée, bien évidemment, c'est de faire en sorte de dormir ces 6 heures, de dormir ces 7 heures, parce que c'est fondamental. D'accord? Si jamais tu es un peu en dessous des 7-9 heures, si jamais tu n'arrives pas à dormir suffisamment dans ta semaine, donc on rappelle, hein, l'objectif c'est de dormir 7 jours, 7 heures minimum, réduis la voilure côté entraînement. Encore une fois, équilibre entre le stress que tu t'envoies et ta récupération. Le stress, c'est les séances, ta récupération, c'est ta nuit. Si tu fais beaucoup de séances de sport et que tu dors peu, la balance va pas aller du bon côté. Clairement, tu progresseras pas, tu vas te blesser, etc. On rééquilibre. Donc si jamais tes nuits ne sont pas suffisantes, tu fais moins de séances de sport. Si tu dors 6 heures par nuit, ne va pas faire 4 séances de sport par semaine ou 5 séances de sport par semaine. Fais-en moins. D'accord? Je te donnerai des indicateurs, des biomarqueurs que tu peux suivre un peu plus tard sur cette formation qui vont te permettre de savoir si c'est pertinent ou pas d'aller faire 4 séances ou 5 séances en fonction de ta récupération parce que tu peux suivre précisément ta récupération. C'est quelque chose que tu es en capacité de suivre. Ça, on en parlera. Mais en tout cas, retiens bien que le sommeil, la récupération, c'est un pilier fondamental. C'est clairement un non négociable. En synthèse, la formule du succès, si tu souhaites déjà avoir des super résultats et indépendamment de tout ce que tu vas apprendre sur cette formation, c'est 1. Tu t'entraînes 3 fois par semaine avec une belle intensité. 2. Tu fais attention à ton alimentation, c'est-à-dire à avoir le bon nombre de calories, un apport en protéines qui soit conséquent et à manger des aliments de qualité. 3. Tu réduis la toxicité, donc l'alcool, les perturbateurs endocriniens, le stress, tout ce qui va être toxique comme le tabac, les drogues, etc., on coupe le plus possible. On bouge, on se met un objectif de pas au quotidien, ça peut être 7000 pas, qui est pour moi le minimum syndical. Si tu penses pouvoir faire plus, n'hésite pas. Et le sommeil. Sommeil suffisamment long, donc le minimum, c'est 7 heures de sommeil tous les jours, 7 jours sur 7. Ça va te permettre de réduire l'inflammation, ça va te permettre d'améliorer ta sensibilité à l'insuline, ça va te permettre de maîtriser ton stress. Et du coup, tu réponds aux 3 piliers qu'on évoquait dans la précédente vidéo. Tu peux clairement chercher le petit hack, le petit détail, la petite astuce, le truc génial qui va te permettre d'aller plus vite que les autres. Mais clairement, la base de la pyramide, c'est de respecter ces 5 négociables. C'est pour ça que je le mets dès le début de cette formation. Ce sont les fondamentaux. Commence par ça. Et après, tu vas voir, on va rajouter des briques. Là, dis-toi que tu es en train de construire les fondations de ta maison parce que tu veux te construire une superbe maison. Eh bien, pour bâtir une superbe maison grande, haute, spacieuse, il faut avoir des fondations solides parce que sinon, derrière, tout va se casser la gueule. Là, on crée les fondations, on les rend solides, on les rend robustes. Et tout le reste de la formation, tu vas voir, on va ajouter des briques, on va monter ta maison pour qu'elle soit à hauteur de tes ambitions. Et tout ça, ça va tenir parce que tu auras déjà des fondations solides. Donc voilà, respecte ces 5 négociables. Tu n'es pas obligé de tout mettre en place tout de suite, dès le premier jour, tout révolutionner, parce que ça peut être compliqué. Tu peux très bien les mettre en place progressivement, dire tiens, je commence par exemple par m'attaquer au pilier du sommeil, puis après je m'attaquerai au pilier peut-être du mouvement, comment ça marchait, puis après je m'attaquerai peut-être au pilier du sport, peu importe. Tu n'es pas obligé de tout mettre en place tout de suite et tu n'es pas obligé que tout soit parfait tout de suite. Peut-être qu'au début, tu as aujourd'hui un sommeil qui est tellement catastrophique que envisager dès demain d'être à 7 jours à 7 heures de sommeil par nuit, ce sera impossible. Eh bien, commence par te mettre déjà un petit objectif. Dire, tiens, dans ma semaine, je veux au moins 3 nuits où je vais faire mes 7 heures. Puis après, tu progresseras. 4 nuits, 5 nuits. Tu vois, l'idée, c'est pas forcément d'être parfait tout de suite, mais c'est de savoir vers quoi tu veux tendre. Ça, c'est ton objectif. Et d'y avancer progressivement en fonction de tes contraintes à toi et de ton point de départ. Donc voilà, vidéo hyper importante. Surtout si tu as des questions par rapport à tout ça,
N'hésite pas à les poser sur la community, je me ferai un plaisir d'y répondre. On aura l'occasion également de toute façon de se voir en visio sur notre visio hebdo le jeudi. Donc n'hésite pas à me poser tes questions et on avance dans cette formation pour continuer à faire de toi la personne que tu as envie d'être. À très bientôt. Ciao.